la Révolution jaune turque, donc c'est un événement qui se produit en juillet 1908, que j'ai appris un printemps ottoman en référence au printemps des peuples et plus récemment au printemps arabe, bien sûr. C'est un événement qui est en relation avec l'opposition, ce qu'on appelle des jeunes Turcs, c'est-à-dire ce sont des civils et des militaires qui s'opposent à l'autoritarisme du sultan ottoman. Le système ottoman a toujours été autoritaire, mais cet autoritarisme s'était renforcé à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et donc ces jeunes civils et militaires veulent un changement de régime et ils ont peur de l'effondrement de l'Empire parce que l'Empire est menacé par deux choses, par les nationalismes des communautés qui font partie de l'Empire ottoman et qui se trouvent notamment dans la partie européenne de l'Empire ottoman, c'est-à-dire les Balkans, d'une part, et d'autre part, par l'impérialisme des grandes puissances, par les pressions qu'exercent les grandes puissances sur l'Empire ottoman qui, selon la formule convenue, est devenu une sorte de semi-colonie. C'est devenu colonisé sur le plan financier, culturel, économique en particulier. Donc, ce qu'on appelle proprement parler la révolution jaune turque, c'est un coup de force, en réalité, des officiers ottomans qui sont stationnés dans les Balkans et qui craignent beaucoup qu'une province de l'Empire ottoman, la Macédoine, où ils sont stationnés, ne disparaisse en fait, au profit des États voisins des Balkans sous la pression des Européens. C'est un coup de force parce qu'en réalité, il n'y a pas eu de choc militaire. C'est une pression qu'ils ont faite sur le sultan Abdülhamid pour qu'il libéralise le régime, qu'il autorise à nouveau la constitution qui avait été octroyée en 1876, mais qu'il avait suspendue 2 ans après. Donc c'est d'abord un coup de force, c'est une révolution qui n'est pas sanglante, qui déclenche des mobilisations populaires. Et c'est ça surtout qui est important, c'est que la pression des jeunes Turcs auxquels le sultan va céder très vite, c'est-à-dire en rétablissant la constitution et en promettant un parlement, va déclencher une série de mobilisations populaires dès le lendemain de la révolution, dans les rues d'abord des Balkans, c'est-à-dire à Monastir, et puis à Salonique ensuite. Et puis le lendemain à Istanbul, dans la capitale de l'Empire, eh bien les gens se mobilisent. Et cette mobilisation, en fait, elle ne va pas rencontrer de résistance. La police disparaît, le système de l'espionnage s'effondre, l'ordre public, si vous voulez, n'est plus établi. Et par conséquent, la foule va prendre en fait possession de l'espace public. C'est une foule composite qui est composée de musulmans, mais également de chrétiens et de juifs, selon la composition hétérogène de l'Empire. Et c'est une foule au milieu de laquelle vont apparaître surtout des jeunes, mais aussi des femmes. Et puis les ouvriers prendront le relais aussi en manifestant quelques semaines après par de grandes grèves en août et en septembre 1908 qui vont secouer l'Empire. Donc d'abord un coup de force militaire suivi immédiatement par des mobilisations populaires qui vont en fait démanteler le régime très vite. C'est-à-dire il n'y aura plus effectivement de police. Les prisons qui étaient remplies de prisonniers politiques vont s'ouvrir soudain. Des exilés politiques vont rentrer extrêmement vite à Istanbul. Le droit des libertés essentielles vont être immédiatement obtenus, c'est-à-dire la liberté d'abord de s'exprimer, la liberté de s'associer librement, de se réunir dans la rue, et aussi la liberté de se déplacer dans l'Empire. Toutes ces libertés étaient restreintes par le système politique ottoman, et elles vont être obtenues très vite, c'est-à-dire dès quelques jours après la Révolution, et c'est une liberté extraordinaire, un phénomène tout à fait extraordinaire dans l'histoire, une liberté presque totale qui succède à un empire qui était pas du tout libéral, si vous voulez, et qui était très autoritaire. Donc ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'est-ce qui se passe quand dans cet empire, il y a une liberté, tout à coup, qui est presque totale et qui est installée d'une manière pacifique. Je crois que le mot de révolution qui a été contesté par certains s'impose malgré tout. Pourquoi ? Parce que
à ces mobilisations populaires dont je parlais, succède en fait un changement de régime. C'est-à-dire que progressivement, à ce régime autoritaire qui est dominé par la figure du sultan, va succéder un système parlementaire, une monarchie ottomane, si vous voulez, avec une constitution, avec un parlement qui va se réunir quelques mois après, en décembre 1908, avec donc des élections précédant la réunion du Parlement, avec un embryon de parti politique, disons, avec une presse qui est extrêmement libre pendant quelques mois. Il y a une floraison de journaux dans toutes les langues de l'Empire, en turc, en grec, en arménien, en judéo-espagnol, en français, en anglais, en bulgare. Vous savez, il y a une explosion véritablement de la presse. Donc la constitution d'un espace public pour la première fois dans l'Empire. Donc ça va se produire progressivement au cours de l'année 1908-1909. C'est un événement qui concerne l'ensemble de l'Empire et pas seulement les Balkans et Istanbul, qui s'étend à cette époque de l'Adriatique au Caucase et des Balkans à l'Afrique. Enfin, il y a encore la province de Tripolitaine qui fait partie de l'Empire. Il y a partout ce type de manifestations dont je parlais, évidemment moins importantes en nombre qu'à Istanbul et dans les Balkans, mais en tout cas, c'est un phénomène donc, qui concerne toute la région et également toutes les communautés. C'est-à-dire qu'on voit que dans, par exemple, la communauté arménienne et dans la communauté juive, il y a finalement une sorte de révolution parallèle qui se produit, en ce sens que les chefs spirituels sont remplacés et on assiste à un phénomène de sécularisation dans ces communautés, si vous voulez, où les laïcs, sous l'effet de la révolution, prennent davantage de pouvoir. Dans la communauté grecque, qui est très importante, le même phénomène est en cours, disons, mais il n'est pas encore tout à fait réalisé. Cette révolution s'inscrit dans un contexte plus général, une vague révolutionnaire qui a commencé en Russie en 1905, avec la réunion de la Douma auquel le tsar a été contraint, qui s'est poursuivie ensuite avec une révolution en Iran où le Shah, lui aussi, a été contraint par suite des manifestations de réunir ce qu'on appelle un mejlis, une assemblée. Et après la révolution jeune turque, il y aura la révolution en Chine, en 1911, il y a quelques années après. La révolution jeune turque s'inscrit, si vous voulez, dans une vague globale. Quelles sont les caractéristiques de toutes ces révolutions ? Eh bien, c'est qu'elles demandent une constitution. On veut, au fond, que ce soit en Russie, en Iran, dans l'Empire ottoman ou en Chine, on veut un système qui limite l'autocratie du sultan. Dans les deux premiers cas, ça a été sanglant, il y a eu des violences, etc., mais pas dans le cas de la révolution jeune turque. Le système s'est affaibli, si vous voulez, de lui-même et sans qu'il y ait véritablement de résistance. Il y a eu pourtant des violences, mais par la suite. Alors donc mon livre est centré sur cet épisode. Il étudie en fait à peu près pendant un an, c'est-à-dire de juillet 1908 à août 1909, pendant lequel, au fond, se met en place cette révolution et ce nouveau régime. Alors il est composé d'abord de 3 chapitres qui précèdent la révolution, qui établissent la situation de l'Empire, comment l'opposition s'organise, et puis ensuite la marche à la révolution, et puis ensuite le livre insiste sur des moments forts de cette année finalement révolutionnaire, c'est-à-dire les grèves dont je parlais, les grèves des ouvriers, les élections, la réunion du Parlement, une opposition ensuite qui s'organise contre ceux qui ont fait la révolution, c'est-à-dire contre les jeunes Turcs, et qui aboutit à une insurrection, en fait à Istanbul en avril 1909, donc 9 mois après la révolution, une insurrection qui est réprimée très vite par l'armée des Balkans, l'armée ottomane de Macédoine. Et cette fois, elle intervient véritablement. Il y a des combats à Istanbul et la constitution et la révolution sont rétablies en quelque sorte. Mais en même temps se produit en province et plus spécialement en Cilicie, à Adana, il se produit des massacres terrible de la communauté arménienne, probablement une sorte de flambée de violence dans un contexte qui, lui, était très inflammable entre les communautés et qui, évidemment,
un événement qui aboutit à ternir considérablement la révolution jeune turque. La révolution ensuite, elle est relancée dans les mois qui suivent, donc mai, juin, juillet, août 1909. Et on peut dire qu'à l'été 1909, eh bien, c'est un nouveau régime qui est installé, apparemment relativement libéral, mais en réalité, l'armée, à la suite de son intervention en avril, obtient un pouvoir important dans le système politique. Et d'autre part, les jeunes Turcs, le comité qui organise la vie politique, reste, lui, dans la clandestinité. Donc il y a deux facteurs qui indiquent que ce régime n'est pas aussi libéral qu'il apparaît apparemment à travers les textes. Alors, c'est un livre sur un événement sur lequel il n'y avait pas de livre en français jusqu'à présent. Il s'inscrit, si vous voulez, entre deux types de publications. D'abord sur la période précédente, le sultan Abdulhamid, donc cette période autoritaire sur laquelle moi-même j'ai écrit un livre il y a une vingtaine d'années. Et puis d'autre part, on a pas mal de livres en français sur la période suivante, c'est-à-dire la République kémaliste, Atatürk, et on a surtout des biographies. Donc au fond, le livre s'inscrit entre ces deux périodes sur lesquelles on est un peu mieux documenté en français. Mais la différence aussi, c'est qu'au fond, ce sont des biographies, si vous voulez. Avant, on a la biographie du sultan Abdulhamid, puis après, on a des biographies sur Mustafa Kemal. Là, s'il y a des héros, ce sont plutôt les Ottomans de toute confession et de toute classe sociale, au fond, qui ont manifesté et qui ont obtenu, finalement, que le régime se libéralise. Et ce qui fait que il y a une certaine résonance contemporaine, si vous voulez, évidemment, de cet événement qui s'est produit il y a maintenant un siècle et quelques décennies.